Bienvenue à un autre épisode du Grand Saut. Aujourd'hui, on est avec Jean-François Nadeau, donc coach pour entrepreneurs spécialisé en gestion de temps et leadership. Ouais. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci. JF, écoute, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens probablement qui nous écoutent, qui te connaissent parce que mon réseau, c'est que des entrepreneurs. Je voulais qu'on parle peut-être aux gens de ce qu'on ne connaît pas de JF. On a eu la chance un peu de débriter un peu tantôt les grandes lignes avant de tomber en ondes, mais je voulais plus savoir qu'est-ce qui a fait que tu es devenu passionné de l'être humain? Ça vient de où cette passion-là? Wow, ça commence fort. Ouais. En fait, je pense que, tu sais, comme quand tu es passionné de quelque chose, c'est tout le temps toi en premier, tu sais, fait que c'est de se connaître mieux. J'ai eu un moment culminant dans ma vie où j'avais un ami qui était en affaires, puis il m'avait dit, en anglais, mais je vais le traduire, Leaders are readers. Que les gens qui ont du succès, c'est des gens qui lisent. Mm-hmm. Et ça m'avait frappé parce qu'à ce moment-là, je pense que le dernier livre que j'avais lu, ça faisait 5 ans. Puis, il était plein de poussière. Il était plein de poussière. Puis je les voyais, les gens là, qui, je lis ça. Puis là, j'étais comme, moi, je lisais pas. Okay. Fait que j'étais comme, ça a été un premier comme développement, une strate de développement qui a commencé à ce moment-là. Puis j'ai commencé à m'intéresser plus à moi, aux gens, au développement personnel, au développement professionnel, comment devenir la meilleure version de soi. Okay. Et souvent, quand tu lis un livre, c'est comme, pas toujours, mais souvent, tu vas avoir l'apprentissage d'une vie complète d'un leader qui a été avant nous. Ouais. Puis ça a ouvert des portes. Là. Ouais. Ça a commencé par la lecture, mais avant ça, mettons, je recule encore plus loin. Tantôt, on parlait du Rockfest, on parlait de Montebello, on parlait d'une couple d'affaires. C'est quand même pas te dire, là. Non, mais c'est quand même deux clashs non négligeables. Ouais. Tu étais inspecteur en bâtiment avant. Ouais. On a passé de l'immobilier au inspecteur en bâtiment. Dans le fond, les bâtiments, c'est plus toi qui fais le travail seul. Là, je suis avec des humains, puis je les fine-tune, je les perfectionne. C'est quoi le déclic? En fait, moi, j'ai commencé comme inspecteur, mais je travaillais au début inspecteur municipal. OK. Donc ça, c'est vraiment un autre, je veux dire, une parenthèse dans une parenthèse. Ouais. Mais comme inspecteur municipal, on s'entend que les enjeux sont très différents. Tu sais, c'est pas toujours une clôture, un cabanon, là, mais quand même. Okay. Et puis, j'aimais vraiment pas l'environnement de travail dans lequel j'étais. C'était très politisé. Je connaissais pas beaucoup la politique, mais j'ai appris de l'intérieur de la politique. Il y a des aspects que j'ai vraiment pas aimé de ça. Et j'étais pas très heureux à ce moment-là. Puis, j'avais rencontré une personne qui, lui, était à quelques semaines de la retraite. Il travaillait aussi dans la même ville que je nommerai pas. Mais il m'avait dit... Qui faisait ce que toi, tu faisais à ce moment-là? Lui était responsable du greffe. OK. Ouais. Puis il s'en allait bientôt à la retraite, 20 quelques années à la ville. Puis j'étais, hey, wow, tu sais, félicitations. Puis il dit, non, il dit, ça fait longtemps que je suis malheureux, j'ai hâte de m'en aller. Oh. Fait qu'il m'avait dit, tu sais, si t'es pas bien, là, il dit, va-t'en. Puis j'ai reçu ma permanence. Une semaine après, je donnais ma démission. OK. Ça a été comme un premier déclic de dire, OK, tu peux choisir ta vie. Je pense qu'on s'entend, là, j'avais la meilleure job ever, assurance, toute la patente. Là, mais de rester là, ça aurait été comme un malheur confortable. Ouais. Donc, à la grande surprise. C'est une réalité de beaucoup de gens, en fait, qu'on arrive à se retrouver. Tu dis avec des entrepreneurs tous les jours, combien de fois ils te mentionnent que ça fait des années que je fais ma job, je suis pas à l'aise, je suis pas confortable. Oui, je prends un pay cut, mais je prends la bonne décision, je le fais pour moi. T'avais quel âge à ce temps-là quand t'as eu ce... 20 cucs. OK. Ouais. Puis ça a été un premier déclic. 5 ans, dans le fond. Oui, exact. US. Bonne question. Et puis, à ce moment-là, j'ai travaillé pour une autre compagnie qui faisait de l'inspection, que je nommerai pas aujourd'hui, mais c'était une compagnie qui faisait un gros volume. Mais encore une fois, les valeurs ne me rejoignaient pas. Et donc, encore une fois, je ne suis pas entrepreneur à ce moment-là. Je viens d'avoir ma première fille, on vient de déménager. Là, je suis plus heureux, fait que j'ai décidé de partir pour quelqu'un d'autre qui me dit « je vais te vendre ma business », mais c'était plus quelqu'un qui s'en allait à la retraite. Donc, ça ne marche pas du tout. Fait que je me ramasse tout seul. Je me rappelle toujours, j'appelle ma mère. On déménage, là. Ma fille, elle a 7 jours, on déménage. Je lâche ma job, en proprement dit, pour partir à mon entreprise. Puis je viens d'un milieu pas très nanti, Longueuil. Okay. On n'avait pas beaucoup d'argent chez nous. On manquait pas de bouffe, on manquait pas d'amour, mais je recevais pas des Nike à Noël. Je recevais des Mike. Fait que, à ce niveau-là, j'appelle ma mère, je dis « Hey, je vais partir à mon compte. Non, tu pourrais pas t'aider. » J'étais comme « Oh, OK. » Je le savais, mais tu sais... Ben, financièrement, mais tu manqueras jamais de bouffe. Là, j'étais comme, yes! Là, c'était comme le déclic de dire, OK, je peux me partir à mon compte, je vais avoir de la bouffe.
Et j'ai parti ma première compagnie en inspection de bâtiment. Et de là, après 6 mois, ça roulait vraiment beaucoup. J'étais aussi dans BNI. Je faisais du réseautage d'affaires dans le même groupe que j'avais onboardé presque en même temps que je suis parti. Okay. Et à ce moment-là, il y a une personne qui était là, un peu comme un mentor, qui m'a dit, il y avait déjà 15 employés à l'époque, il y avait une belle prestance d'affaires, il y avait des beaux vestons où ça tenait droit. Moi, j'étais un inspecteur qui commence, papa qui dort à moitié. De la nourriture dans le fridge. Ouais, il y a de la bouffe. Puis le bébé, tu sais c'est quoi, le petit bébé à la maison. Ouais. Fait que là, je dors pas beaucoup, etc. Puis il m'avait dit, Jeff, embauche. Je peux pas embaucher, j'ai pas assez d'ouvrage pour 2. Puis ça, c'est la première phase que maintenant, en tant que coach d'affaires, que je cible avec les entrepreneurs, c'est qu'il y a des phases de contraction. Puis une des plus difficiles, c'est de passer de seul à quelques employés. Jusqu'à 10, là, c'est très difficile. Parce que là, c'est comme trop petit pour être gros, trop gros pour être petit. Là. Ouais. Donc, on est comme entre deux. Uncomfortable spot. Exactement. Puis il faut passer ça rapidement. Parce qu'il y en a qui restent 6 mois, 1 an, il y en a qui restent 10 ans dans cette phase-là. Et là, c'est difficile parce qu'il faut changer des comportements pour pouvoir y arriver. Mais juste pour terminer sur la question, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai commencé, puis il me dit à toutes les semaines, de Jeff embauche, Jeff embauche, Jeff embauche. Puis je me souviendrai toujours avec une soirée avec un de mes chums, il dit, hey, tu sais, notre chum Pat, là, tu sais, il a fait son cours d'inspecteur, tout ça. Je dis, mais je pourrais pas le payer, tu sais. Il dit, mais appelle-les. Fait que je l'ai appelé, je dis, Pat, je sais pas comment je vais te payer. Mais j'aimerais ça que tu viennes travailler pour moi. Puis à ce moment-là, il était sur l'aide sociale. Okay. Il y avait eu un gros accident de travail. Donc, il pouvait pas comme travailler dans son métier d'avant, qui était la construction, mais il pouvait faire d'autres choses. Fait qu'il est venu se faire former par moi. Puis là, on fait un fast-forward. 10 ans plus tard, il a racheté mon entreprise. Wow! Ouais. Puis vous étiez rendu combien d'inspecteurs à la fin? On était 11. Wow! Moi, j'en faisais plus. Lui puis 2 autres personnes ont racheté. Puis ça a été dans le fond, moi, je me suis fait coacher. Puis c'est là où est-ce qu'il y a eu pour répondre à la question, je sais que c'est une grosse réponse pour cette question. Mais moi, dans le fond, j'ai rencontré un gars qui était coach avec LMI. LMI, c'est Leadership Management International. Grosse compagnie. Il faisait du gain de temps, de la productivité, du leadership. Puis il m'a vendu sa salade. Okay. Puis j'ai dit, bon, regarde, pour le coût que ça coûte, si vraiment je vais sauver 5 à 10 heures par semaine, pourquoi pas? Fait que j'ai fait le coaching, puis ça a complètement transformé ma vie. Personnel, professionnel. Je me souviendrai toujours, un moment donné, j'arrive chez nous, puis ma blonde, elle me dit, je sais pas ce qui se passe avec JF, mais j'aime beaucoup le nouveau JF. Ça a été comme, OK, il se passe quelque chose là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai meilleure écoute, meilleur papa, meilleur chum, meilleur entrepreneur. Tu sais, tout arrivait. Puis c'est pas de la magie, là. Tu sais, c'est des changements de comportement que je faisais depuis quelques mois. Puis là, j'ai coaché aussi tous les dirigeants de l'entreprise qui ont racheté aujourd'hui. Fait que je l'ai pas vendu à l'externe, moi, je l'ai vendu à l'interne. Okay. Aux autres inspecteurs qui étaient avec vous? Oui, exact. Okay. Dont Patrick, qui a été c'est un ami d'enfance. Fait que c'est une belle histoire finalement. Fait qu'ils ont repris les rênes. Moi, ça faisait déjà longtemps que j'en faisais plus, puis je n'étais plus intéressé là, par le domaine de l'inspection pré-achat. Je trouve que c'est un beau domaine, mais ça me parlait plus. Donc là, à ce moment-là, je suis allé voir mon coach, dit bon, comment on fait pour devenir coach d'affaires? Fait qu'il m'a formé, puis ça a été là le début du développement personnel. Puis là, on est assis ensemble aujourd'hui. Puis là, on est assis ensemble. Wow! Quand même. Fait que ça a été une transition quand même étalonnée pendant quelques années pour toi. Et quand tu as vendu ta compagnie d'inspection, là, tu fais LMI. Exactement. Et on fait LMI, mais est-ce que tu vivais de ça au début? Ça a été quoi les défis auxquels tu as dû faire face? Parce que tu veux pas... Tu avais certaines sources de revenus. Là, on repart à zéro encore. Ça a été quoi les défis? Je suis bon pour partir à zéro. En fait, plusieurs défis. Au début, ça a été la prospection. Je me suis toujours dit que je n'étais pas un bon vendeur. Tu dis des choses, puis tu finis par y croire. Puis à un moment donné, j'ai un peu déconstruit dans ma tête la vente grâce à beaucoup d'écoutes que j'ai faites, dont Grant Cardone, que j'aime beaucoup, le 10X, Sell or Be Sold. Où est-ce que je me suis dit, si, par exemple, je me dis aujourd'hui, je viendrais te rencontrer pour te vendre du coaching. Je ne viens pas te vendre du coaching. Je viens pour changer ta vie positivement. Si j'échoue, je t'échoue toi, t'sais. Plus que je m'échoue moi. Puis quand j'ai eu ce déclic-là, c'était plus de vendre, c'était la seule manière que j'ai d'aider les gens, c'est de les amener à traverser. Parce que moi, c'est ce que ça a eu comme impact pour moi. Fait que si malheureusement, le gars qui m'avait vendu à LMI, ça avait été un mauvais vendeur, j'aurais pas embarqué.
j'aurais pas transformé ma... Tu vois tout l'impact. Il t'a partagé sa passion, il t'a partagé sa vision. Puis c'est ça le livre, Grand Seller Be Sold, c'est vraiment de te faire vendre un point de vue ou de se faire vendre une opinion. Tu sais, aussi, ça en parle beaucoup à l'intérieur. Mais c'est ça la vente, en fait, c'est de vendre une perception des choses. Ouais. Qui l'autre personne adopte ou n'adopte pas à ce moment-là. Et tu parles tu as eu des mentors, ça a parti comme ça, c'est ça qui a été un élément qui a eu un impact drastique pour toi dans le volet de la vente. Y a-tu d'autres mentors que tu as eu? Ah, j'en ai eu plusieurs. J'ai beaucoup de sources d'inspiration proches de moi. Autant dans le domaine immobilier, j'ai beaucoup d'amis qui sont investisseurs immobiliers, qui font, je vais dire, on va le dire comme on dit, ils font des deals. Okay? Ils en font beaucoup, des gros joueurs au Québec, puis ils m'inspirent souvent. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs sources d'inspiration, puis j'ai pas une personne, je me dis, waouh, c'est cette personne-là, tout ce qu'elle fait, mais dans certains aspects. Je comprends. Tantôt, on parlait rapidement de Yann. Yann, il m'inspire beaucoup au niveau développement, je veux dire, presque physique. Il surpasse tout le temps. Moi, je prends des pauses de temps en temps. Mon ami Pat, qui lui est en immobilier, il fait beaucoup de deals, fait qu'il m'inspire tout le temps à sortir de ma zone de confort. Puis j'ai aussi des mentors qui sont pas des mentors que je parle à tous les jours, que j'ai l'opportunité d'avoir rencontrés. Il y en a même qui sont décédés. Zig Ziglar, c'est une source d'inspiration pour moi. Jim Rohn, c'est une source d'inspiration. Et vivant, mais que j'ai pas accès directement. Il y a Brandon Bouchard que j'adore. J'écoute presque à tous les jours. Il y a une application qui donne des podcasts un peu. Ouais, exact. Un audiobook. Audio, mais c'est à tous les jours, il en fait un. Je trouve ça intéressant, je m'inspire. Fait que je suis tout le temps dans le développement personnel encore. Là. OK. Ouais. Puis parmi les défis que tu as fait face, en te relançant à l'eau, tu parlais de la vente, donc de devenir habile au point de vue vente. Y a-tu d'autres défis que tu as dû faire face? Ben en fait, quand tu changes de domaine, tu as construit un réseau qui suit l'ancien domaine. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu recommences un peu. Moi, j'appelle ça partir la roue. Fait que tu pars une roue. Fait que avant d'avoir des leads sur une base régulière, il faut que tu la partes, cette roue-là. Mais, tu sais, comme n'importe quoi, je pense que de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est toujours difficile. T'sais. Choose your hard, comme qu'il dit. Là. Exact. puis je pense que je lisais dans un livre justement que la grande différence pour un entrepreneur, c'est que souvent, c'est la prise d'action. Donc, ils sont trop dans leur tête, l'analyse paralyse, ils restent dans leur tête trop longtemps puis ils passent pas à l'action. Ouais. Puis il y avait aussi le volet momentum. Ce matin, j'ai écouté un podcast de Patrick Bet-David puis il partageait, il dit, écoute, il dit, c'est simple. Il dit, mettons, pour partir le train, là, ça prend 50% du charbon juste pour partir le train. Puis l'autre 50%, là, tu peux faire ta route au complet là-dessus, puis juste en maintenir ton momentum que tu as parti. Puis souvent, c'est là où ça accroche, je pense. C'est vraiment de le partir, de prendre le 50% de charbon qu'on a besoin pour faire lever le feu, puis dire, regarde, là, je mets tout, j'aurai pas de résultat tout de suite. Ça va prendre 3-6 mois avant que je vois quelque chose, mais faut pas que je lâche, faut pas que je baisse les bras, puis ça va décoller. Ouais. Tu t'es-tu senti comme ça à certains moments dans... Oui, puis j'étais dans une zone de confort aussi. Quand j'ai parti, c'est-à-dire que, puis encore une fois, j'ai eu des bonnes sources alentour de moi qui m'ont aidé à partir comme il faut. Mais tu sais, j'avais une phase quand même confortable puisque je venais de recevoir un montant d'argent. Tu sais, j'ai vendu mon entreprise quand même. Fait que j'aurais pu juste kick back and relax, qu'on pourrait dire ça comme ça. Pas tout le temps, on s'entend, là. Mais... qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait lancer un défi de devenir le Rookie of the Year de toute l'Amérique du Nord de LMI. Donc, LMI, c'est pas juste LMI Canada, hein, c'est un peu partout à travers la planète. Et donc, pour devenir le Rookie of the Year, c'est juste ta première année, puis il y a un nombre de ventes qu'on sait pas d'avance, parce qu'il faut que tu battes les autres. Ouais. Et donc, ben moi, on me dit, ben si ça te tente d'être Rookie of the Year, mais tu sais, je suis parti comme en mai, puis ça finit en décembre, fait que je sais pas trop c'est quoi les chiffres. Il manque 5 mois. Il manque 5 mois, mais tu peux y arriver. C'est comme 3 mois avant ton demi-Ironman. Oui. Exact. Finalement, je l'ai faite, puis je suis devenu Rookie of the Year. Fait que ça m'a mis, tu sais, de me dire... Puis une des choses que je travaille beaucoup avec mes coachés, de l'apprentissage que j'ai eu aussi avec Académie, que je retransmets, c'est la fixation d'objectifs. Donc, quand tu te fixes un objectif, puis ça a l'air facile, la fixation d'objectifs, mais c'est là où est-ce que le bas blesse. La majorité, tu sais, j'ai coaché au-dessus de 200 dirigeants d'entreprise, c'est tout le temps la même chose qui blesse. C'est tout le temps, OK, parfait, on va écrire tes objectifs. Parce qu'on les a ici, mais c'est rarement écrit. Et donc, quand on prend le temps de l'écrire, de le décortiquer, de voir c'est quoi les étapes d'action, qu'est-ce qui peut échouer, c'est quoi les solutions possibles, c'est comment que tu le mesures, là, on s'en va ailleurs. Ouais. Et donc, j'ai appliqué cette méthodologie-là à moi en premier. Fait que, tu
Tu sais, souvent, j'aime bien l'analogie walk the talk. Fais ce que tu dis. Moi, ce que je montre à mes clients, c'est ce que je fais en premier. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est pour ça, tantôt, tu me posais la question. Tu sais, des choses, des places où est-ce qu'on peut pas aller. On peut aller partout, là. Parce que, tu sais, je suis un livre ouvert. Tu sais, les gens me posent des questions sur ma nutrition, j'en parle. Sur l'entraînement, j'en parle. Sur l'entrepreneuriat, j'en parle. Tu sais, on s'entend que j'ai des choses que je garde pour moi. Mais à la base, c'est pas des choses que je cache, que je ne fais pas. C'est des choses que je fais. Puis je deviens comme un peu un exemple de ce que je montre aussi. Je comprends. Ouais. Ben, c'est la bonne façon d'opérer, c'est ça un leader. La différence entre un leader et un boss, le boss va dire quoi faire. C'est comme nos parents, en tout cas, les miens me disaient ça quand j'étais jeune, fais que je dis, pas qu'est-ce que je fais. C'est comme l'inverse. faut walk the talk, l'expression en anglais, puis tu rencontres énormément d'entrepreneurs. Si tu te spécialises dans la gestion de temps puis le leadership, c'est parce qu'il y a une demande criante, on s'entend. Je pense que les entrepreneurs, c'est seul comme job. Il n'y a personne vraiment avec toi dans ça. Il y a beaucoup de gens qui se perdent peut-être dans le travail après un certain moment. C'est quoi les commentaires que tu as le plus souvent des entrepreneurs que tu vas coacher? Les phrases clés là, que j'entends, là, c'est le top, c'est je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. OK? Ça, c'est la premier indice que il y a un problème de délégation. Le deuxième que je vais entendre souvent, c'est le jour, je pense à ma famille, puis le soir, je pense au travail. Ça veut dire que tu es trop débordé. Tu n'as pas une vision claire. Parce que si tu avais une vision claire, au travail, tu penseras au travail, puis avec la famille, tu penseras avec la famille. Donc, tu es trop débordé. Maman disait souvent, si tu veux que quelque chose se fasse, demande à quelqu'un qui est occupé. Bien dit, c'est vrai. Et moi, mes entrepreneurs, c'est un programme qui est fait pour les gens occupés. Fait que, des fois, je vais avoir, disons, je m'en vais en prospection, me dire, c'est pas le bon temps, je suis occupé. Parfait. On n'apprend pas à faire du ski en été. On va y aller pendant que tu es occupé, pendant que tu es dans ta période forte, parce que le temps que tu vas gagner, va compenser pour le temps que tu vas mettre. Mais au début, il y a comme une partie à passer qui n'est pas confortable. Il y a beaucoup de restrictions aussi de tes entrepreneurs. Veut pas, ils regardent sa montre à toutes les 2-3 minutes. Écoute, on en a pour combien de temps? Ah ouais, j'ai mes impatients, là, j'en ai un récemment, je suis parti, moi je fais des cohortes, okay? J'en fais aussi de l'individuel, puis je fais des cohortes, c'est 2 formules que j'ai. Puis j'en ai un qui m'appelle, on est à la 2e rencontre, il m'appelle JF, là, ça va pas assez vite. On va suivre pendant 6 mois, là. OK? Il faut que tu mettes un petit peu d'eau dans ton vin, comme qu'il dirait. Ça serait bon. Puis là, je dis, prends ton temps, ça va aller plus vite. Oui, mais moi, j'ai pas besoin d'entendre les autres, je suis vraiment meilleur. Je fais, OK, prouve-moi que tu es le meilleur. Fait que là, on vire un peu la chose de bord, puis se rendre compte que, ouais, effectivement, ce qui les nuit dans le daily, c'est justement qu'ils sont impatients. Ce qui nuit à leur progression, c'est cette impatience-là qui fait en sorte que tu n'as peut-être pas la vision que tu devrais avoir. Bref, il y a d'autres choses qu'on va aller figurer à ce moment-là. J'ai comme l'impression d'avoir mon one-on-one en ce moment. Ouais! Ça revient. Ah, c'est ça, je me faisais hey, peut-être trop impatient. Mais en tant qu'entrepreneur, j'ai fait face moi aussi à plusieurs dilemmes. Ouais. Puis je t'en parle parce que c'est ce que tu fais à tous les jours, mais veux pas que ça soit d'engager tes premières personnes, le onboarding des gens, que ce soit justement la délégation, tu délègues, finalement c'est pas fait, je le fais-tu moi-même, qu'est-ce que je fais, comment on s'ajuste. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup un nuage de flafla aussi avec tout ce qui est automatisation puis gestion, où les gens pensent que la technologie va venir réparer tous leurs problèmes du jour au lendemain. Mais je pense qu'il manque un volet leadership pour gérer une équipe, puis tu peux pas monter une équipe tout seul. Puis si jamais tu veux grandir à un certain moment, tu vas devoir engager des gens, puis apprendre à gérer avec les émotions, puis l'énergie. C'est quoi, tu dirais, ton meilleur truc pour gérer des gens? En fait, 100%. Ce que tu viens de dire là, on tient quelque chose, un filon qui est très important. Tu sais, le leadership, ça existait, vous le sentez, ça existait dans le temps de Socrate, puis ça va exister encore dans 1000 ans, peu importe la technologie qui nous entoure. Puis une des problématiques que je cible souvent, c'est quand les gens ils vont embaucher, ils vont déléguer beaucoup de choses, mais ils pensent pas. Donc, il faut penser avant, il faut réfléchir. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on délègue, oui, mais des fois, il faudrait enlever des choses. Il y a peut-être des actions qu'on fait qui devraient être enlevées, supprimées, avant même d'être déléguées.
Donc, en travaillant avec l'individu, souvent, on se rend compte que si on fait juste dire, ben, délègue, on embauche, on délègue, on ne fait pas plus d'argent, mais on a une dépense de plus. À un moment donné, ben là, il enlève la personne, il se ramasse avec, tu comprends? Il y a comme le lot de travail. Puis... Ils prennent le lot de travail, exact. Donc, avant d'automatiser puis de déléguer, il faut réfléchir, puis il faut vraiment s'asseoir. Et une des problématiques, puis je pense que c'est Brian Tracy qui a dit ça, il dit le plus gros malheur de l'homme, c'est de ne pas être capable de s'asseoir 1 heure dans une pièce pour réfléchir à sa vie sans aucune interruption. Et aujourd'hui, puis je te le garantis, à part quand on est dans un podcast comme aujourd'hui, les gens, là, 1 heure, pas de téléphone cellulaire, pas d'interruption, là, à part la nuit, ça n'arrive pas. On n'a pas le temps de réfléchir. Donc, en n'ayant pas le temps de réfléchir, on est tout le temps under the gun, à gauche, à droite, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas prendre de recul sur notre business. Donc, on ne voit pas la forêt. Oui, c'est bien dit. Et maintenant, dans les entrepreneurs que tu formes, que tu coaches, c'est quoi ta plus grande fierté quand tu aides ces gens-là? Ça, c'est drôle parce que, tu sais, comme disons que je suis en speech de vente, je vais parler du temps ou de l'argent. Tu sais, lui, il a fait tant de millions, tant de milliers. Tu sais, j'en ai un récemment, c'est un million, ça chiffre, qu'est-ce qu'il a fait avec le coaching. Puis il y en a que ça va être le temps, sauver 5 heures, 10 heures. J'ai déjà fait sauver 15 heures à quelqu'un par semaine. 15 heures par semaine, là, c'est du temps, là. Ah ouais. Okay? Puis c'est pas un 15 heures d'un bloc, c'est plein d'heures ici et là. Ça se camoufle à l'intérieur d'une semaine, puis on le voit pas. Fait qu'on met la lumière sur ça. Mais les témoignages que je reçois, c'est jamais ça. Les témoignages, c'est « ça a changé ma vie ». Puis moi, personnellement, ce qui me nourrit le plus, c'est quand ils me disent « Hey, mon fils ou ma fille m'a dit que je suis plus présent. Mon fils ou ma fille m'a dit que là, ça vient vraiment me chercher parce que là, j'ai comme un impact intergénérationnel de ce que j'ai réussi à créer chez l'autre personne. Puis ça n'a pas de valeur. C'est vraiment... Puis je peux témoigner parce que quand j'ai une famille, j'ai deux petites filles, ma femme est à la maison. J'imagine, j'arrive à voir un peu la lueur que ça peut donner sur toi d'avoir un entrepreneur qui vient te voir et qui dit « Hey, mes enfants m'en parlent », au lieu de dire « Hey, tu ne vois pas beaucoup, c'est plus t'es à l'écoute, t'es présent, t'es là ». Ça doit faire une très grande différence. C'est quoi, toi, tu vois, qui serait la vision de LMI dans les prochaines années ou de la vision de ta business dans les prochaines années? C'est une très bonne question. Puis juste pour terminer par rapport aux enfants, une des choses aussi, c'est qu'on donne des trucs pour l'entrepreneur, mais c'est des trucs qui pourraient presque être appris à l'école dans certains cas de figure. Pas pour tout, on s'entend, mais pour certains cas de figure, je prends un exemple, juste disons de se dire des affirmations positives, là. T'sais, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, mais de bien se parler. T'sais, combien de fois, même des fois en tant que parent, je vais te donner un exemple réel sur ma plus vieille. Quand elle était jeune, on lui disait tout le temps, hey, habille-toi plus vite, on va être en retard, t'es trop lente. Puis on y répétait ça. Mais finalement, elle, ce qu'elle entend, c'est ce qu'elle reproduit aussi. Fait que quand j'ai fait LMI, même moi, pour mes enfants, j'ai fait, OK, attends un peu, je vais changer le discours. T'sais. Puis en changeant le discours, j'étais comme, oh, t'es de plus en plus vite. Et ça a tout changé. Fait qu'on l'a vu même avec les enfants que les affirmations qu'on leur donnait, puis on a des affirmations qui sont intergénérationnelles, hein, que nos parents nous disaient, puis que nous, on répète à nos enfants. Des fois, sont positives, mais au Québec, souvent, sont négatives, on va se le dire. Okay? Ouais. On est né pour un petit pain, etc. Fait que par rapport aux enfants, souvent, il y a l'impact de papa ou maman a changé, mais il y a aussi l'impact que papa ou maman déplacent ça vers les enfants aussi. Donc, ils leur montrent des choses qu'ils apprennent avec moi. Et pour répondre à ta question sur où est-ce que je m'en vais avec LMI, moi, je suis comme un revendeur de LMI, OK? J'aspire encore pas à devenir le Tony Robbins, etc., de ce monde qui est connu partout sur la planète. Je sais pas. On ne sait pas. Mais c'est pas dans mes aspirations. Donc, tu sais, dans mes aspirations, je fais aussi, on a d'autres business, on fait de l'investissement immobilier, on aime beaucoup la vie qu'on a aussi. Tu sais, des fois, on veut aller plus loin, mais il y a aussi un niveau de responsabilité qui vient avec. Donc, avec LMI, il y a un programme qui existe, qui est un programme pour les adolescents de 13 à 18 ans. Et donc là, je veux mettre ma fille dans ce programme-là. Donc, aussitôt que j'ai pris la décision que j'allais y faire le programme, j'ai reçu un courriel à froid d'une femme qui veut faire le programme à son fils. Fait que j'étais comme, OK,
c'est arrivé par hasard. Je crois plus tant au hasard dans la vie, mais quand même. Donc là, je me dis, je vais peut-être le faire, mais ça, on s'entend que c'est pas au point de vue. Oui, je suis payé pour le faire, mais mon trade-off de temps, il n'est pas intéressant. Oh ouais. Si je le fais, c'est vraiment pour un impact intergénérationnel. Puis je parlais avec mon mentor chez LMI, puis il me disait, il va y avoir des grosses victoires qui vont venir de ça, pas pour toi personnellement, mais c'est une manière de redonner. Et tantôt, on faisait une corrélation entre le sport, puis je passe du coq à l'âne un petit peu parce que en te parlant, il y a beaucoup de lumière qui allume dans ma tête en me disant, c'est fou comment des fois on se rend pas compte que en affaires, c'est pas juste de produire des sous, c'est toute une chaîne qui va ensemble. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas juste être discipliné au travail, pas être discipliné dans ta vie personnelle. Tu peux pas être, en tout cas dans mon sens à moi, c'est toute une chaîne. Ce que tu fais une fois, c'est le résultat de ce que tu vas faire dans le reste. Fait que tu sais, si t'es pas discipliné avec ton alimentation, avec les heures où tu vas au gym, l'heure que tu te lèves, l'heure que tu te couches, ça devient pratiquement impossible ça d'être discipliné au travail pour te dire, OK, mais telle heure, je vais rentrer, je vais travailler, je vais faire ma job. Donc, puis je lisais un autre livre de Grant, justement, où il en parlait, où il mentionnait, c'était Be Obsessed or Be Average. Puis il disait d'être obsédé par le mode de vie puis la personne que tu veux devenir. Non pas juste les sous, mais plus qui tu veux devenir, puis c'est quoi, comment elle agirait, cette personne-là, à travers le temps, si tu voulais devenir cette personne-là. Puis on parlait d'affirmation, on parlait d'une panoplie d'éléments. C'est toutes des choses qu'on a toutes déjà entendues. Ouais. C'est vrai, là. C'est tout du gros bon sens, là. C'est toutes des choses qu'on a déjà entendues. Écris tes buts. Combien de fois j'ai entendu ça, mais combien le font? Avoir une feuille d'affirmation, un vision board. Ouais. Qui a ça? Moi, j'en ai un, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est toujours des choses. Mais puis, mettons que tu lis beaucoup de livres de développement personnel. Est-ce que tu lis encore beaucoup aujourd'hui? Ouais, je lis à tous les jours. OK, bon. En fait, de manière naturelle, si je le mets pas à quelque part, justement, par discipline, ça tombe. Fait que je m'oblige à tous les jours de le lire. Et à chaque fois, je suis content de l'avoir fait. Il n'y a jamais que je fais comme « Ah, tabarouette, j'ai lu. » À chaque fois, je suis comme « Wow, c'est vraiment intéressant. » J'ai fini hier Comment se faire des amis en 60 secondes. Là. De Dale Carnegie, How to Win a Friend and Influence People? Non. Okay. C'est qui l'auteur? Là, j'ai un blanc. En tout cas. OK. Mais j'ai fini hier, puis c'est vraiment intéressant. Là. Puis là, je viens de le finir, puis par la poste, j'ai reçu 2 livres. Fait que j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un livre pour mon anniversaire, puis j'ai eu un autre livre que j'ai rempli un truc en ligne. J'ai reçu un livre. Il y a tout le temps quelque chose. Là. On fait plus ça aujourd'hui. On est même plus dans les audiobooks. Ouais. Moi, je vais lire encore aujourd'hui, je lis à peu près 60 livres par année, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, puis c'est ma petite routine pour déconnecter. Puis c'est toujours la même chose qui est dit dans tous les livres de développement personnel. Ouais. Mais c'est dit d'une façon différente. Ça vient résonner, ça vient réitérer un message que des fois on oublie avec le temps. Un entrepreneur qui voudrait se lancer à l'eau, première fois, et il n'est pas encore entrepreneur. Et c'est comme jamais tu parlais à toi il y a quelques années. Ce serait quoi le message que tu aimerais lui partager pour faciliter son envol? C'est encore une fois, c'est une excellente question. Puis, je suis encore dans l'autre sujet. Moi, tu vois, j'ai un pattern finalement, là, parce que là, tu parlais de quelque chose de super intéressant, puis je voulais rajouter un petit point, si ça ne me dérange pas. Dans le fond, quand que, tu sais, la différence, tu disais, d'écrire ses objectifs, tout ça. Moi, quand je vends mes programmes, là, puis je te dis, là, 9 fois sur 10, je leur dis, là, 95% du programme, tu le connais déjà. Mais de le mettre en application, c'est très différent que de le connaître. Donc, il y a beaucoup de programmes de formation, de coaching, même, je veux dire, avec ChatGPT, tu peux presque tout trouver en ligne maintenant. Puis ça, moi, j'appelle ça de l'extérieur vers l'intérieur. Mais c'est pas toutes les compagnies qui vont faire de l'extérieur vers l'intérieur. Fait que nous, on calcule puis on vérifie que la personne, elle change. Pas vraiment pour s'assurer que si tu changes pas, c'est juste de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, oui, on sait, c'est ça qu'il faut faire, mais de le faire, c'est pas confortable, puis des fois, ça bloque, puis ça peut bloquer très tôt. Puis quand on bloque, souvent, on arrête. Tu sais, quand on essaie, je prends un exemple, quelqu'un qui embauche pour la première fois, ça marche pas, ça l'arrive qu'ils vont plus jamais embaucher.
OK? Comme ta première séparation avec conjoint. Ah, je retourne plus jamais en couple. Oui, c'est ça. La même chose. Sauf que dans l'entrepreneuriat, des fois, c'est quand même la bonne solution. Il faut quand même que tu y ailles. Et si tu n'es pas accompagné de quelqu'un qui dit « vas-y, continue », ben ça se peut que ça bloque là. Puis je l'ai vu. Puis je vais rebondir sur ta deuxième question directement après. Mais par rapport à ça, c'est là où est-ce que, tu sais, comme je dis, tu sais, un enfant là, qui apprend à marcher, là, après une fois, il n'arrête pas. Là. Sinon, ce serait un adulte qui a une humain qui ne marche pas. T'sais, ben non, il relève puis il réessaye jusqu'à temps que ça marche. Mais en entrepreneuriat, souvent, quand on fait une erreur, on ne dira plus jamais. Mais des fois, c'est peut-être pas une erreur. Puis c'est là où est-ce que l'accompagnement, ça va être différent de dire non, tu étais sur la bonne voie. C'est juste que la manière que tu l'as fait, ça n'a pas fonctionné. Puis pour l'entrepreneuriat, pour quelqu'un qui veut se lancer, honnêtement, tu sais, attache ta tuque, là. Parce que, tu sais, j'ai parti beaucoup de gens. Autant dans le domaine, moi je suis pas un coach de start-up. Je suis un coach pour des gens qui sont déjà établis, s'ils ont déjà 5-10 employés, c'est vraiment mon core. Là. Et plus, là, jusqu'à 300, là, c'est vraiment mon core. Mais j'en fais des gens qui sont seuls. Je fais pas vraiment de gens qui commencent. Okay? J'en ai même fait dans le marketing de réseau, j'en ai fait beaucoup. Puis, les premiers 5 ans, si tu passes pas 5 ans, là, peu importe qu'est-ce que tu fais, si tu passes pas 5 ans, tu n'es peut-être pas dû pour l'entrepreneuriat, ça se peut. OK? Mais si tu pars dans l'entrepreneuriat, commit 5 ans de ta vie. Dis-toi, je vais le faire 5 ans. Arrête pas avant. Si tu arrêtes avant, tu n'as pas essayé l'entrepreneuriat. Effectivement. Même après 5 ans. Oui, même après, mais disons le minimum. Là. Tu dis, je vais essayer 5 ans. Si tu es pour essayer 1 an, je sais pas. Ils disent qu'il y a 3 grandes phases dans la vie d'un entrepreneur. Que supposément qu'un entrepreneur devrait passer proche du précipice, on va dire comme ça, au minimum 3 fois dans sa carrière pour dire qu'il a assez poussé. Il a poussé ses capacités, ses limites et sa qualité de ses décisions, on pourrait dire. Puis que si jamais tu passes pas 3 fois, c'est que tu n'as pas été à ton plein potentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve ça super intéressant. C'est-tu dans un livre précis? Oui, je me rappelle pas lequel exactement, mais je lisais le livre, je pense que c'est un livre de Robert Kiyosaki qui parlait justement de c'est Four Quadrant, puis il parlait comme quoi qu'entrepreneur, ça peut être un cadran, mais si jamais tu vas pas plus de 3 fois sur le bord du précipice, c'est que tu n'as pas poussé la machine assez. Peut-être que c'était mieux d'être un self-employé ou c'est intéressant. Un employé. Et je vais te conter une anecdote rapide parce que j'ai eu une situation comme ça où j'ai passé proche du précipice, on va dire comme ça. Il y a 3 ans d'aujourd'hui. Tu sais, des fois, en entrepreneur, c'est toute question de timing. Ouais. Puis des fois, une mauvaise décision avec un mauvais timing, puis la chance n'existe pas parce que tu as pris la décision qui va en ligne de compte. Et j'avais engagé bien du monde dans l'entreprise. J'ai acheté un immeuble commercial. J'ai mis beaucoup d'argent dedans pour le rénover. Finalement, longue histoire courte, les taux d'intérêt augmentent, l'immobilier descend, tout change au complet, les coûts de construction augmentent. Finalement, je me suis fait squeezer des 2 côtés parce que j'ai été pendant 8 mois, en fait, à pas me payer, juste pour payer les employés, pas être capable de rien, monter des dettes. J'ai monté jusqu'à 700 000 de dettes dans l'entreprise pour être capable de survenir à toute la business. Puis, c'est là où, tantôt, tu disais, tu lâches pas, faut que tu te relèves. Puis, à tous les jours, j'avais mon comptable, il m'appelait. Comment ça va, Dominique? Ça va pas bien. Ça va pas bien, mais j'ai une solution de soir. On va trouver une alternative. Je trouvais le moyen, pareil, de rentrer au bureau avec le sourire. Je trouvais le moyen de prendre des décisions éclairées, puis de me sortir de tout ça pour dire non, il faut que je pense la tête claire, puis que je sois capable de me redresser. Ça m'a pris 1 an et demi me remettre sur pied, puis de reclairer tout, puis de repartir, puis d'être capable de redresser le bateau, je vais dire. Puis mon comptable me disait toujours, Dominique, t'as un trou dans ton bateau. C'est comme jamais, t'as une chaloupe, là, puis dans ta chaloupe, t'as une chaudière de haut qui a un trou. Ça arrête pas de couler. Il dit là, il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on le patche. Il faut colmater la fuite. Il faut qu'on colmate. Puis je disais tout le temps, non, je sors l'eau à chaudière. Là. Je sors l'eau à chaudière. Il dit, ouais, mais le lac il est gros, tu vas sortir longtemps de l'eau. Puis je dis, mais je vois pas avec quoi je peux la colmater. Puis ça me faisait penser à ce qu'on disait initialement. C'était des petites actions à tous les jours, des petites décisions à tous les jours. Puis c'est ma routine matinale qui me permettait d'être focus sur ce que je devais faire aujourd'hui. C'était mes petites décisions tous les jours. OK, non, on va faire ça. Ouais. Qui a permis de redresser tranquillement.
puis de remettre le bateau pas en état de couler. Ouais. T'as fini par colmater la fuite. Ouais, fini par colmater la fuite. Et ça m'a laissé... j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, m'a rendu nerveux sur beaucoup de décisions. Maintenant, je suis plus... la gestion du stress. Conservateur sur bien des choses. Mais aussi, ça m'a remis en perspective sur la vitesse à laquelle il faut que tu prennes des décisions quand tu es entrepreneur. Trop souvent, corrige-moi si je me trompe, mais je vois que les gens perdurent dans une décision. Ils attendent longtemps avant de prendre une décision. Mettons un employé. Ouais. Ils vont débuter avec un employé, ça débute et vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça fonctionne, puis ça ne fonctionne toujours pas. Puis il y a encore espoir que, regarde, on va encore attendre 2-3 mois, on va encore attendre 2-3 mois. Et ça fait mal à une entreprise. Ben, ils disent hire slow, fire fast. Là. Donc, on embauche lentement, mais on congédie rapidement. Puis, effectivement, des fois, c'est pas le fait d'avoir un employé qui fait en sorte que ça fonctionne pas bien, c'est que tu n'as peut-être pas le bon. Ouais. Puis, si tu en as déjà 10, c'est un peu comme l'immobilier. Hein? Si tu achètes 50 portes, tu en as 5 de pas louer, ça va. OK? Jette un 6plex, puis t'en as 5 de pas louer. Ça va pas. Ça va pas. C'est la même affaire. Fait qu'un embauche, au début, c'est un peu un coup de dé, puis tu sais pas, oui, il y a des processus pour bien embaucher, etc., mais t'as peut-être pas l'expérience au début. Je reviens sur mon expérience que moi, j'avais embauché en disant, je sais pas comment je vais te payer, puis c'était ça, là. Il a accepté ça, c'était assez... Ouais, il était un peu pété. Mais tu sais, il y avait quand même une vision de dire, écoute, puis quand je faisais un peu d'argent, OK, là, je peux t'en donner. Fait que tu sais, ça a bien fité finalement. Mais tu sais, déjà là, il a fallu que j'en embauche un autre, puis il a fallu que j'en embauche un autre. Puis tu sais, là, je débordais encore, tu sais. Puis là, j'ai rencontré un consultant. Puis tu sais, la différence d'être accompagné ou pas. Puis ce consultant-là, qui s'appelle David, c'est rendu un ami personnel aujourd'hui. Il m'a dit, JF, il dit, vous êtes 4, vous devriez être 10, tu sais. J'étais comme, mais non, là, je pensais petit. Dans la même année, j'avais 3 employés, on a passé à 8, puis là, c'est un autre game. T'sais, on est rentré dans un nouveau jeu que le jeu que je trouvais difficile ne serait plus jamais difficile parce que j'ai passé à travers. Puis, tu sais, comme toi, dans ce que tu as vécu, c'est pas juste te régler le problème, tu es devenu une personne différente. Tu revis le même problème aujourd'hui, tu vas passer à travers beaucoup plus facilement. Oui, c'est pas la même dynamique pendant tout. Puis tu dirais-tu que c'est différent une entreprise qui a des employés ou une entreprise qui ont des travailleurs autonomes à l'intérieur? Je te donne un exemple. Je suis courtier immobilier, puis on a une équipe de 25 courtiers. OK. Et bon, j'ai des employés à gauche, à droite, dans l'entreprise. Puis je me rends compte que travailler, ou du moins de leader d'autres entrepreneurs ou d'autres parce que inspecteurs, c'est un peu la même chose. On veut pas être travailleur autonome. J'ai eu les deux, moi. OK. Oui, dans le fond, au début, c'est une bonne question. Au début, il était travailleur autonome pour moi. Puis à un moment donné, j'ai fait le switch, puis je les ai tous transformés en employés de l'entreprise. Ça a été une excellente décision. Explique-moi ça a été quoi les changements que tu as vus? C'est sûr que c'est différent, hein? Tu sais, les inspecteurs en bâtiment puis courtier immobilier, parce que courtier immobilier, c'est beaucoup plus proche de la vente. Puis moi, je leur donnais les jobs. Dans le fond, il n'y avait pas besoin de faire de la vente. Fait qu'on s'entend qu'on ne peut pas comparer les deux. Mais ce que j'ai vu comme différence, c'est la mobilisation. Donc, au début, c'était je travaille à mon compte pour quelqu'un, puis après ça, je travaille au service de l'entreprise. Donc, on a vu un impact au niveau de la mobilisation. Ils sont devenus, ils arboraient les couleurs de l'entreprise. Ils la prenaient un peu comme sur L'Oréal pour l'élever. On s'entend que ça ne s'est pas fait en une semaine. Non, c'est ça. Mais j'avais une conversation avec un de mes coachs. Je fais du coaching avec Tom Ferry immobilier pour le courtage immobilier. Puis il me disait, tu sais, Dom, il dit, des courtiers immobiliers, c'est une drôle de bébite. Puis il disait, tu peux pas les gérer comme des employés, tu peux pas les gérer comme travailleurs autonomes, il faut que tu agisses comme un coach sévère avec eux autres. T'sais, il me disait vraiment, il faut que tu es coach, tu leur montres le chemin, tu leur montres où tu t'en vas, mais de façon où est-ce qu'ils connaissent le barème, mais ils ont choisi le courtage pour pas être mis dans une boîte. Pour être travailleur autonome. Fait que tu mets pas de boîte, mais tu mets des lignes. Tu mets des lignes pointillées. Qui peuvent sortir, mais pas trop. Exactement. En fait, tout ce qui est dans le domaine de la vente, là, comme moi, je fais des profils psychométriques à mes dirigeants. Puis ensuite,
à leur gestionnaire. Puis quand ils embauchent, je fais des profils aussi d'embauche. Et on calcule un des critères sur 16 aspects de la personnalité. Il y en a un qu'on regarde, dans le fond, à quel point, au niveau de la reconnaissance, ils en ont besoin. Et quand ils dépassent un certain stade, on sait qu'ils vont partir. Ils resteront jamais dans l'entreprise. Ils ont trop l'esprit entrepreneur. Fait que moi, dans ça, je dis, malheureusement, je te conseille pas de garder cette personne-là, à moins que tu sais qu'elle va quitter. C'est une question de temps. Sauf pour les vendeurs. Parce que les vendeurs, ils ont une marge de manœuvre. Ils font un peu à leur façon. OK? Peu importe les entreprises, ils disent OK, ça c'est CRM, c'est ça. Ouais, mais moi je fais ça différemment. Tu peux pas dire non. Si c'est ton propre vendeur, tu vas dire OK. Ouais. Et en courtage, on est là. Fait que souvent, ça va être des gens qui sont bons en vente, donc ils ont besoin d'avoir une marge de manœuvre. Je ne veux pas généraliser, mais d'ordre général. On va avoir des gens qui vont avoir besoin d'une marge de manœuvre pour pouvoir recycler. Fait que tu gères des bébites. C'est ça. Puis je le vois, tu sais, gérer des courtiers versus gérer des employés, c'est deux mondes complètement différents. C'est pas la même structure dynamique ou la même obligation, je pourrais dire. Ouais. Et souvent, je pense que l'avantage ou le désavantage d'être travailleur autonome ou entrepreneur, c'est que tu n'es pas de boss. C'est un avantage, mais c'est un couteau à double tranchant souvent aussi pour beaucoup de personnes. Ils n'ont pas d'horaire, il n'y a personne qui leur dit quoi faire, ils n'ont pas de partner d'accountability, il n'y a personne qui les garde à jour sur hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Puis ils se disent choisis l'immobilier pour pas avoir de boss. C'est ça. Mais tu seras pas en immobilier longtemps. En fait, s'il y avait une manière de gérer ça, ce serait peut-être de dire si ça fait pas 5 ans, il faut que tu sois employé. C'est effectivement. Parce que tu n'apprends pas les rigueurs, tu sais. Puis j'en ai parti, comme je te dis, dans le domaine du marketing de réseau, j'en ai parti plein. Là. Puis souvent, dans ce domaine-là, c'est souvent des gens qui n'ont pas été entrepreneurs avant. Puis là, ils commencent, ils s'essayent en entrepreneuriat. Et aussitôt qu'ils n'ont plus le chapeau d'employé, c'est de la liberté. Et donc là, ils font plus les actions, ils font plus les étapes qu'ils devraient faire. Ils font aussitôt qu'ils ont les clés de leur entreprise, là, c'est les vacances. Ouais, c'est ça. Ils travaillent 5 heures par semaine, s'attendent à faire un salaire de 100 heures semaine. Il y a un disconnect qui se fait. Puis je l'ai tellement vu souvent que c'est pour ça que je travaille plus avec des gens qui startent, parce qu'il y a comme trop un gap entre les deux. Il faut que tu travailles. Ouais. Parce que quand tu es employé, disons que tu es payé 35 heures ou 40 heures semaine, tu es payé ce temps-là. Si tu arrives et tu as fait 5 heures, je suis désolé, mais ça ne fonctionnera pas. Tu vas te faire mettre dehors. Mais quand tu es ton propre patron, qu'est-ce que tu vas faire si tu fais juste 5 heures? Pas grave. Dame, je vais pas travailler cette semaine. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu n'aies pas assez d'argent. Puis là, tu sois obligé de retourner employé parce que, effectivement, moi, je dis, traite-toi en employé, toi-même, si c'est toi qui es ta gestion, traite-toi en employé jusqu'à temps que tu aies le salaire d'un entrepreneur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est bien dit. J'apprécie que tu as partagé comme un livre ouvert aujourd'hui. Y a-t-il d'autres éléments que tu aimerais nous partager? Comment ça fonctionne quand on travaille avec toi? Oui, en fait, tu es super gentil pour vrai de m'avoir invité. J'ai vu justement une vidéo de toi là, qui avait restauré ton bâtiment commercial, etc. Un bel accomplissement. Dans le fond, pour faire affaire avec moi, je mets un critère dont un 5-ish employés et plus. C'est pas un critère, si vraiment tu es un entrepreneur, tu es aguerri, ça fait 10 ans que tu fais ça, mais que tu n'as pas encore d'employés, je vais quand même t'aider, mais il faut avoir quand même une certaine ouverture. OK? Parce que le coaching, on s'entend, même moi, quand j'ai commencé, je trouvais ça ésotérique. J'étais comme, bon, du coaching. On s'entend que c'est moins pire, justement, depuis Tony Robbins, etc. Mais je te parle, le 10 ans en arrière, là, c'était des gourous. Là. Ouais, exact. Moi, je fais ça à temps plein et puis je fais ça avec une méthodologie qui est éprouvée de succès. Fait que moi, les gens, là, quand tu dis je suis occupé, je manque de temps, je suis débordé, c'est exactement ce que je fais. Donc, après ça, on fait une rencontre ensemble. Le fit est bon, parfait, on va de l'avant. Tu sais, juste aujourd'hui, j'ai appelé une quinzaine de personnes qui m'ont sollicité. Puis là-dedans, il y en a 5 que j'ai dit, tu sais, ça ne fonctionnera pas parce que X, Y, Z, mais je leur donne des ressources ou leur pointe où aller. Fait que, tu sais, j'ai pas assez faim pour dire, je vais prendre quelqu'un si ça ne fit pas dans ce que je fais. Puis à l'inverse, si je vois vraiment que je suis la bonne personne, ça se peut, je t'agace un peu. Bon vendeur. Oui, exactement. Puis ça dure à peu près 6 mois. Tu sais, moi, je fais pas, je me suis fait demander d'aller faire des conférences. J'en fais, mais c'est pas là que je vais chercher, dans le fond, mes nouveaux clients parce que une journée de transformation, c'est pas assez. Moi, je fais du changement comportemental, puis pour changer une habitude, ça prend un délai, ça prend une répétition espacée. On a un concept chez nous qui s'appelle la répétition espacée pour le changement comportemental avec le neurobiofeedback. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est à force de refaire les mêmes choses, tu vas finir par agir différemment. Un peu comme la publicité. Si je dis, exemple, je peux dire ça, disons le clan Panton, on entend toute la toune. Là. Ah ouais. Okay? On n'a jamais dit, je vais apprendre la toune du clan Panton, mais on la connaît.
un peu comme les Nike, Just Do It. On sait que c'est Just Do It, mais on l'a pas appris. Poudre, barbecue. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est la même chose, mais pour l'entrepreneur. Fait qu'à un moment donné, à chaque fois qu'il arrive ça, tu fais cette action-là. OK? Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive ça, on veut que tu fasses cette action-là. Fait que pour changer ça, ça se fait pas en une journée. Répétition. La répétition. Fait qu'on va travailler sur la discipline et la répétition espacée pour que ton comportement vienne différent. Et là, tu vas avoir plus de vision, plus de temps, puis tu vas créer tes objectifs. Puis c'est où qu'on te rejoint? Facebook, LinkedIn, Instagram. Dans le fond, Jean-François Nadeau. C'est assez simple. J'ai aussi un site web qui s'appelle moncoaching.ca que je suis en train de reniper. C'est encore beau. Je suis en train de le reniper quand même. Donc, c'est les manières de me rejoindre. Merci d'avoir partagé. Yes, merci à toi. Bien sûr.